êtes là, c'est vrai. Excusez-moi. Comme je suis heureux de vous voir, de vous parler ce soir. C'est formidable. Quelle joie. Oui. Vous avez compris que je veux illustrer le 19e des 20 points. Et qu'est-ce que c'est le 19e des 20 points? C'est le discours paradoxal. Vous avez remarqué sans doute que mon intonation ne correspondait en aucun point, en aucun aspect, au contenu de mes paroles. Donc, j'ai prétendu être heureux de vous voir en affichant une mine absolument sinistre. Les méchantes langues diront que j'ai toujours cette mine, mais ce serait vraiment mentir. Et en fait, j'ai pris cette mine pour vous démontrer ce qu'est un discours paradoxal, du moins une des formes possibles de discours paradoxal. Ça peut être aussi une double contrainte. Par exemple, je vous en avais parlé maintes fois, c'est ce manipulateur qui me demandait de prendre rendez-vous avant de lui téléphoner et qui ensuite me reprochait d'être obligé de prendre rendez-vous pour que l'on se téléphone finalement. Hein. C'était ça. C'est aussi ce discours paradoxal, cette double contrainte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que ce discours paradoxal est pour le pervers narcissique une arme de guerre en quelque sorte. Elle est là pour brouiller les pistes, c'est une manière de se cacher et de vous empêcher de penser. Pendant que vous vous demandez finalement ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut vous faire passer comme message, il vous neutralise en fait. C'est une sorte c'est une manière d'hypnotiser les gens quand on y réfléchit. Ça rend les personnes confuses, elles se posent des questions, elles s'interrogent, elles se remettent en question, elles se disent peut-être qu'elles n'ont pas bien compris. Et pendant tout ce temps, on a le temps justement d'abuser de vous. Hein. C'est comme une manœuvre de diversion lors d'un conflit guerrier. Hein. C'est une manière d'hypnotiser la victime. Que dire d'autre de ce message paradoxal? Je me réfère à mes notes puisque je suis âgé, donc je perds un peu la mémoire. Et si la victime donc se plaint au pervers narcissique du caractère ambigu, paradoxal de ces messages, le pervers narcissique va prétendre que la victime est paranoïaque. Aussi, je pense que la victime peut s'imaginer, et moi j'ai eu cette attitude, cette pensée, cette réflexion, que le pervers narcissique, le manipulateur, utilisons plutôt cette seconde expression, qui fait moins référence à la psychanalyse et qui est moins à la fois ridicule et moins valorisante finalement pour le pervers, hein, parce que pervers narcissique, ça en jette. Bon, enfin, si on veut. Et donc la victime, je reviens sur ce que j'ai dit, peut penser que son manipulateur finalement fait preuve de pudeur, qu'il n'ose pas exprimer ses sentiments. J'avais d'ailleurs un manipulateur dans mes relations qui prétendait que tout devait s'exprimer entre les lignes, rien ne devait être exprimé ouvertement. C'est une façon de voir les choses. Hein. Et donc, cette communication paradoxale crée un réel malaise et neutralise la proie. C'est comme un venin paralysant finalement. Enfin, la paralysie dure un certain temps. Et, comment dire, c'est une situation où on ne communique pas, où on ne communique pas réellement. Ça fait penser un petit peu à ces gens qui font plaisanterie sur plaisanterie, qui ne sont pas forcément d'ailleurs pervers, hein, et on a l'assentiment au bout d'un moment, même si la personne est agréable, même si les blagues sont agréables, que cette personne se cache derrière tout ça. Et je connais quelqu'un qui utilise ce procédé, enfin, et même plusieurs personnes, et je l'utilise parfois moi-même quand je me sens gêné, embarrassé. Hein.
et c'est une stratégie, mais qui n'est pas, dans mon cas du moins, une façon de manipuler, c'est une façon de se protéger. Et on peut imaginer aussi que le pervers veut se protéger, il veut se protéger peut-être du fait qu'il n'a pas vraiment, comment dire, de réelle substance, hein, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est une réelle substance, et c'est une manière de se cacher aussi. Hein. Je ne suis pas sûr, bon, c'est vrai que c'est une technique pour se cacher de sa victime et peut-être de s'en défendre, parce que ce pervers n'est-il pas un peu paranoïaque? Il a peur de nous finalement, on lui fait peur, et c'est ça aussi, c'est pas seulement pour faire du mal, pour créer une confusion, mais c'est aussi, je crois, par peur. Et ça, je pense qu'on l'oublie, hein. Moi je crois que c'est aussi ça. Je ne suis même pas certain que le pervers ait toujours conscience d'être aussi néfaste qu'on le perçoit nous-mêmes. Voilà, je ne suis même pas certain de ça. Bon. Mais en tout cas, ce n'est pas une attitude très constructive, pour employer une terminologie un peu actuelle et un peu conventionnelle. Mais cet aspect conventionnel doit plaire à nos chers pervers, puisqu'ils le sont extrêmement. Et vraiment, voilà, je déplore cet aspect, je dirais, conformiste et conventionnel et pervers, et en y réfléchissant bien, c'est peut-être la chose même qui me gêne le plus chez eux. C'est d'une telle banalité, ils ont l'air originaux au départ, ils ont l'air lumineux, brillants, originaux, plein d'idées nouvelles, mais ce n'est pas le cas, on se rend vite compte. Hein. Dans leur comportement, ils reproduisent bêtement, j'ai envie de dire, l'attitude du plus grand nombre. Voilà, une petite vidéo qui vous fera un petit peu réfléchir, mais qui a le mérite de résumer un des aspects de la perversion narcissique et du manipulateur pervers, donc, mais évidemment qui n'apporte pas forcément beaucoup de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà raconté et par rapport à ce que d'autres ont également raconté. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.